Nord Kivu, spécialement dans la zone de Goma où, comme vous le savez, les troupes rwandaises sont entrées et ont entraîné malheureusement un carnage et des morts et des blessés par centaines qui ont mis à très très rude épreuve notre système de santé. Donc depuis le 21 janvier, il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont fui des zones de combat et ceci a entraîné beaucoup d'afflux de malades, de blessés dans notre système de santé. Malheureusement, nous ne pouvons pas avoir les éléments complets de toutes les zones de santé parce qu'il y a des zones où c'est très difficile d'accéder, comme par exemple la zone de santé de Nirangongo où c'est très difficile d'accès. Mais pour ce qu'on sait déjà, l'entrée du groupe armé M23 accompagné des troupes rwandaises a entraîné à ces jours des centaines de blessés et la première communication que nous avions faite est aujourd'hui déjà battue en brèche par le nombre de blessés. Le dernier chiffre que nous avons des blessés que nous avons enregistrés dans les structures de santé, c'est plus de 4260 blessés. 4260 blessés, ça c'est le chiffre que nous avons dans nos structures de soins. Le dernier chiffre qui date d'il y a 2 jours, parce que on avait communiqué jusqu'au 5, mais du 5 au 10, on a eu de nouveaux blessés et nous sommes montés à 4260 blessés. Nous avons plus de 939 corps dans nos morgues. La dernière fois qu'on avait communiqué, on était à 800, mais pour montrer qu'on a continué à malheureusement réceptionner des corps. Et ça, ce ne sont pas les corps qui ont été enterrés parce qu'on a déjà enterré avec les secteurs de santé que nous, on surveille, sans compter les autres enterrements qui ont été faits, plus de 458 juste en 5 jours. Donc, ça montre que le carnage que nous avons est largement au-delà de 3000 décès dans la zone de Goma. Le problème, c'est que les structures de soins ont été touchées, notamment les centres de traitement Mpox. Au 24 janvier, nous avions un peu plus de 143 malades Mpox dans les centres de soins et ils ont tous été, malheureusement, ils ont tous fui, justement, parce que les centres de traitement Mpox ont été détruits. Et nous n'avons pu retrouver que 33 malades Mpox. Ça veut dire que, malheureusement, nous exposons notre population à des contaminations sur lesquelles, pour l'instant, nous n'avons pas de contrôle du fait que les centres de santé ont été touchés. Comme vous savez, et avec quelle source de financement? D'abord, vous avez suivi que l'État congolais lui-même, le président de la République, a ordonné qu'on réduise le train de vie de l'État. Un certain nombre de mesures ont été prises et je crois que le ministre de la Communication a commencé déjà, le gouvernement a commencé déjà à les énumérer pour pouvoir dégager un certain nombre de marges financières pour pouvoir aider nos militaires, aider nos troupes, aider nos populations qui sont à l'Est. À côté de cette réduction du train de vie de l'État, il y a la réorientation d'un certain nombre de budgets au niveau de chaque secteur pour prioriser les budgets qui peuvent aider à améliorer la situation à l'est du pays. Donc, bien entendu, c'est une adaptation, c'est une réorientation de nos budgets pour pouvoir favoriser. À côté de ça, nous allons aussi mobiliser au niveau de la société civile et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes ces initiatives qu'on voit au niveau de la société civile qui sont en train de se mobiliser. Ce matin encore, avant de descendre ici, j'étais avec les syndicats de médecins qui eux aussi sont en train de mobiliser pour que chacun puisse participer. Elle travaille et elle plaide pour cette levée, pour ce couloir humanitaire-là.
Et donc ça, c'est avec les différents pays qui interviennent et qui peuvent influencer le Rwanda, parce que c'est le Rwanda, c'est pas le M23. Le M23, c'est juste Pakoti qui est mis devant, mais c'est le Rwanda. Et d'ailleurs, le président rwandais ne se cache pas pour expliquer qu'il soutient fermement le M23. Donc, les négociations sont faites au niveau, vous savez que les ONG sont dans tous les pays, et donc ils ont pris des contacts qui ont abouti à ce couloir humanitaire. Ce n'est pas avec le M23. Mais bien sûr, quand le M23 reçoit les instructions du Rwanda, le M23 obéit. Ça, c'est clair. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, c'est par l'OMS que nous avons reçu l'assurance que le couloir humanitaire maintenant est garanti. Et c'est l'OMS qui nous a demandé de préparer des colisages que nous avons commencé à faire, notamment avec le Centre national de transfusion sanguine. Donc, ce n'est pas une négociation directe avec le M23 ou avec qui que ce soit, c'est au niveau humanitaire et au niveau international par les affaires étrangères. Et donc, pour ce qui est du choléra, nous avons malheureusement déjà enregistré beaucoup de cas de choléra, comme je viens de dire, et la coupure d'eau, le fait que on a beaucoup de corps qui traînent dans les rues, et bien malheureusement, ça aggrave effectivement le risque de choléra. Et donc, pour y arriver, il faudra que les humanitaires puissent avoir l'accès pour nos personnels qui puissent travailler de manière sécuritaire. Et ça me permet de répondre à la question qui a été posée sur le médecin et tous les travailleurs humanitaires. Alors, le gouvernement congolais ne va pas menacer les humanitaires qui travaillent parce que nous demandons qu'ils travaillent. Donc on ne va pas, nous, les menacer. Mais par contre, ça va se faire dans le cadre national où nous avons effectivement nous demandé que ce couloir soit autorisé, que ce couloir soit ouvert aussi bien pour les entrants que pour le personnel. Il faut que le personnel puisse arriver. On n'a pas assez de chirurgiens sur place. Et on ne peut pas opérer des malades si on n'a pas de chirurgiens. Mais ces chirurgiens, s'ils y vont, ils doivent être garantis. Et je pense que même dans toutes les zones de guerre, il y a le droit international qui oblige à ce qu'on permette, à ce qu'on protège les humanitaires qui travaillent. Et ceux qui ne le protégeront pas prendront la responsabilité, et en l'occurrence, c'est le Rwanda. C'est eux qui prendront la responsabilité. Ce n'est pas le gouvernement congolais, c'est le Rwanda qui prendra la responsabilité s'ils ne protègent pas les humanitaires qui travaillent. Et pour ce qui est de la menace sur Bukavu, donc ça c'était pour Madame de RFI, donc l'envoi que je vous ai expliqué, par rapport aux difficultés aux des autorités congolaises, non, parce que nous nous demandons que les humanitaires travaillent, on ne va pas maintenant leur créer des difficultés, c'est pas nous qui créer des difficultés. Maintenant, pour ce qui est de Bukavu, comment éviter le pillage? Mais je pense que ce qu'il faut, c'est éviter la guerre, tout simplement. En période de guerre, quand ça tire de partout, le pillage, c'est difficile de nous dire, tiens, on va éviter le pillage. Ce n'est pas le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé n'est pas le ministère de la Sécurité. Nous pouvons tirer la sonnette d'alarme. Nous pouvons dire, attention, voici ce que nous avons sur place qui doit être protégé. Et donc, la sécurité doit être faite par ceux qui sont en charge, c'est-à-dire le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur. Mais nous savons qu'à Goma, on a pillé les entrepôts, notamment les entrepôts de nos partenaires comme CCR, comme Médecins sans frontières et les autres. Nous ne pouvons que dire qu'il ne faut pas que Bukavu subisse la même chose. Mais pour l'instant, je ne pense pas que c'est ça le chemin qui est un peu c'est par là qu'on va, mais n'empêche que nous ne pouvons pas, au ministère de la Santé, garantir que s'il y a des troubles, nous allons sécuriser et éviter les pillages. Ce n'est pas au ministère de la Santé de le faire. USAID, on parle de Goma, mais Bukavu aussi est sous menace de froid. Et craignez-vous pas que ce qui est arrivé à 118 ou 128 nouveaux cas de blessés qui amènent à plus de 4260 de total. Donc, nous avons encore de nouveaux décès que nous avons, nous, enregistrés comme nouveaux décès, qui
qui monte à plus de 930 décès enregistrés dans les structures de soins, et ce n'est pas le décès dans la ville, et donc la situation reste préoccupante. Voici à peu près la cartographie, la carte postale de la ville de Goma et de ses environs actuellement. Donc, j'aimerais peut-être répondre à ces différentes questions pour clarifier un certain nombre de choses. Merci beaucoup, excellent. Dans les pays voisins, notamment Ebola en Ouganda, et puis nous surveillons aussi le Marburg. Et donc, nous sommes dans une situation, on va dire, humanitaire qui est très difficile. Deuxièmement, à cause de cet afflux massif des personnes blessées, avec la destruction de centres de dépôts, notamment des dépôts de CICR, des dépôts de tous nos partenaires, eh bien, les réserves en médicaments ne sont plus que de quelques jours. Donc, si on dépasse la semaine et qu'on n'achemine pas de nouvelles réserves, notamment en intrants, en médicaments, en moyens de traitement contre les infections, eh bien, on va être à court de moyens de prise en charge. Ce qui fait que nous avons discuté avec l'OMS, nous avons discuté avec le CICR, avec OCHA, et avant-hier, nous avons finalement eu la garantie que ces organisations internationales peuvent maintenant acheminer les intrants jusqu'à Goma, en passant par Nairobi et Kigali. Nous avons eu des discussions. Au départ, Kigali demandait qu'on paye des taxes, et c'est que les organisations internationales ne voulaient pas, et donc finalement, ce dossier a été réglé, et nous avons eu l'information donc avant-hier pour dire que oui, nous pouvons maintenant acheminer les intrants et les moyens de soutenir notre système de santé au travers des humanitaires, en passant par Nairobi et Kigali. Ça, c'est la dernière nouvelle. Et donc, nous sommes déjà en train de faire le colisage, notamment avec le Centre national de transfusion sanguine. Comme vous le savez, nous avons lancé une campagne de collecte de sang. Nous avons collecté 2900 poches. J'avais fixé comme objectif de 5000 poches, mais c'était très bien qu'on collecte déjà 2900 poches, parce que la campagne doit continuer, et j'espère que la presse va nous aider à faire continuer cette campagne, surtout que maintenant nous avons le moyen d'acheminer qui a été garanti. Et donc le colisage de poches de sang est en train d'être organisé maintenant par le Centre national de transfusion sanguine, et nous sommes en train, nous, maintenant, de préparer aussi tous les kits, notamment les kits de traumatologie à envoyer pour que nos compatriotes soient pris en charge. Par rapport à la situation de Mpox, comme je viens de dire, quand on comprend qu'on a plus de 3 centres de traitement de Mpox qui sont opérationnels, et comme je vous ai dit, on a récupéré 33 malades sur les 143 qui étaient là au moment où les attaques ont commencé. Et cela veut dire que nous avons des chiffres de Mpox que nous ne pouvons plus valider dans ces zones-là, parce que malheureusement, c'est très difficile d'avoir tous les chiffres. Un défi majeur que nous avons, c'est les prestataires, les médecins qui peuvent opérer, peuvent travailler là-bas. Comme vous savez que nous avons eu malheureusement à déplorer le fait que ce sont les mêmes qui travaillent tous les jours, pratiquement sans relâche, et donc avec un épuisement du personnel. Et donc la négociation maintenant, c'est comment envoyer nos médecins, comment envoyer nos infirmières pour qu'ils aillent travailler sur place. Nous sommes au niveau du ministère de la Santé déjà prêts. Hier encore, nous avons eu une réunion avec les équipes médicales qui peuvent rapidement descendre si effectivement la sécurité est garantie, parce que nous ne pouvons pas envoyer nos médecins sans avoir la garantie sécuritaire.
nous avons demandé donc que le couloir humanitaire, aussi bien pour les intrants, pour les équipements que pour le personnel, soit garanti. Mais ça, ce sont des négociations qui se font notamment au niveau ministériel et surtout au niveau des affaires étrangères. Et donc, voilà à peu près la situation actuelle. Au niveau de la ville, l'insalubrité et le nombre de corps en décomposition encore ne permet pas que nous puissions vraiment parler d'hygiène parce que nous avons déjà, malheureusement, le choléra qui a commencé. Et la semaine dernière, on avait déjà plus de 98 cas de choléra, ce qui veut dire que le risque épidémiologique est très important. Au niveau administratif, nous avons du mal à fonctionner aussi parce qu'effectivement, même pour faire ces démarches d'innovation, eh bien, il faut que l'administration fonctionne et pour l'instant, l'administration aussi pose problème. Donc, en gros, nous avons un accroissement du nombre de blessés, comme je vous ai dit,